Bon, merci. C'est spécial. Bon. J'ai intitulé mon récit, ce que je vais vous présenter, l'histoire du devenir, une histoire de la rencontre. Puis, juste pour vous mettre un petit peu en contexte avant de vous lire ma petite réflexion, c'est ça, c'est que je voulais vous mettre dans le contexte dans lequel cette petite réflexion s'est inspirée, mais aussi du lien entre ce que je vais vous présenter puis la formation que la professeure Nathalie Lachapelle va vous présenter tout à l'heure. Alors, je commence. L'histoire du devenir, une histoire de la rencontre. Ce texte est inspiré premièrement de la façon dont nous avons conçu la formation courte et nouvel entrepreneur québécois. Deuxièmement, de la lecture du dernier ouvrage de Pierre Antil intitulé L'histoire des Juifs du Québec, dans lequel il nous montre l'histoire de l'émergence, voire du devenir d'un judaïsme montréalais et québécois. En troisième lieu, de ma propre expérience de la rencontre avec le peuple québécois, un peuple auquel je me sens désormais appartenir. La nouvelle formation courte que l'Institut Jacques Couture propose et qui a par titre « Aide nouvelle entrepreneur québécoise » a été structurée en 3 volets, conçus à partir des 3 thématiques de l'Institut, soit accueil, échange et société. Pour le faire, nous sommes partis de l'idée que devenir entrepreneur, ce n'est pas différent des défis du nouvel arrivant pour s'installer, construire de nouveaux réseaux, voire des projets familiaux, professionnels, etc. Tous ces défis impliquent non seulement d'être bien reçus et accueillis par les nouveaux milliers, mais également de bien connaître les nouveaux contextes sociaux, historiques, culturels, politiques et autres dans lesquels on désire grandir et entamer de nouveaux rêves. Afin de vous en donner un meilleur aperçu, une courte vidéo qui résume les contenus de cette formation vous sera présentée par Nathalie. Les récits, voire la petite réflexion que je vais vous partager, est construite à partir de la notion du devenir, en tant que notion exprimant une existence nouvelle, comme serait le cas d'être nouvel entrepreneur, mais aussi nouvel arrivant, par exemple. Je conçois ici le devenir comme un être dans la mesure qu'il émerge en nous une nouvelle identité reconnue non seulement par soi, mais aussi par l'autre. Enfin, ce que j'appelle ici devenir pourrait bien être représenté par d'autres notions comme celle de l'émergence utilisée par Messier Antil dans son dernier ouvrage. Devenir, soit nouvel entrepreneur, arrivant, citoyen, etc., c'est un processus qui opère dans un contexte social et spatial défini et sous une logique dynamique et relationnelle. Devenir fait partie d'un processus d'interaction et de transformation du soi, de l'autre et du contexte lui-même. Ce devenir est indissociable de la rencontre avec l'autre, une rencontre qui nous façonne. Ici, je cite Bob White, non seulement par la prise de conscience de la complexité de l'autre, mais aussi par la prise de conscience de la différence du soi. Car notre présence au sein des groupes dont on n'est pas originaire nous force à voir les particularités et les limites de nos perceptions et de nos valeurs en tant que membre d'un groupe, que ce soit au niveau culturel, religieux, social, racial ou professionnel. Cette présence nous permet, par un processus de centration, de mieux se connaître soi, mais aussi de mieux connaître et comprendre l'autre et son univers. En somme, devenir ne peut qu'être compris sous une logique interculturelle de connaissance, d'échange et de transformation mutuelle. À propos du devenir, voir de ce que Messier Antil décrit d'émergence d'un judaïsme québécois et montréalais, il parle ici de cette émergence comme l'émergence issue du récit historique lui-même, un récit qui se conforme dans un contexte sociopolitique, économique, culturel et historique spécifique. À cet égard, Messier Antil décrit, tirant parti de la société dans laquelle ils se sont insérés, les différents courants
qui ont émergé au cours du XXIe siècle à Montréal se sont modélés à la fois sur des valeurs judaïques traditionnelles et sur les ancrages socio-économiques et culturels qu'offrait la société d'accueil québécoise. Mais aussi, l'auteur soulève le rôle joué par la société d'accueil et ses institutions dans les processus d'émergence, voire devenir d'un judaïsme montréalais et québécois. Dans cette constellation d'influences diverses et de parcours croisés qui ont produit le judaïsme montréalais, le Canada français a joué un rôle qui est allé croissant avec le temps, notamment dans le contexte de la Révolution tranquille et de la modernisation de la fonction publique québécoise et de l'émergence d'un nouveau nationalisme francophone. Enfin, dans sa description sur l'émergence du judaïsme montréalais, il soulève un dernier aspect qui me semble essentiel pour pouvoir penser tout devenir au sein des sociétés. C'est celui du rôle des institutions dans la mise en place des conditions et des espaces permettant la rencontre, ce qui implique la reconnaissance du soi et de l'autre, mais aussi de la contribution à la redéfinition de l'espace politique et sociétal. À cet effet, M. Antil dit dans son livre « La transformation de l'État québécois en principal pourvoyeur de fonds destinés à l'éducation et aux services sociaux, la franchisation de l'espace public et la prévalence du débat constitutionnel ont suscité l'apparition d'un nouvel espace de rencontre entre la majorité des langues françaises et les Juifs du Québec, espace qui n'existait pas jusqu'à tout dernièrement. En outre, devenir implique la volonté du soi et de l'autre à se reconnaître et à se connaître mutuellement. Pour ce faire, trois postures pluralistes face à la différence doivent être mobilisées. Une posture de diversité en tant que posture reconnaissant le fait que les sociétés sont de nature diverse, ce que Panicard appelait le pluralisme original. Une posture face à l'équité et la justice sociale, en tant que posture reconnaissant l'existence des écarts ainsi que des inégalités sociales et qui prône la mise en place des conditions permettant de les contrer. Et en dernier lieu, une posture que j'appelle civique ou citoyenne en contexte de diversité, en tant que posture favorisant la rencontre, la participation à un projet sociétal et politique commun et le développement d'un sentiment d'appartenance partagé. En outre, nous ne pouvons pas penser l'émergence sans tenir compte du contexte social et historique dans lequel cette émergence ou devenir a lieu. Ainsi, une connaissance et une prise de conscience du contexte présent qui nous entoure deviennent essentielles. Toutefois, comprendre le présent est indissociable de comprendre l'action du passé sur ce présent. Comprendre le contexte présent dans lequel nous souhaitons exister et être reconnus implique de connaître son histoire et donc de mobiliser une certaine conscience historique. Cette compréhension du devenir ou de l'émergence, entre parenthèses, de nouvelles identités, par entre autres la mobilisation de la conscience historique, s'inscrit dans une perspective herméneutique où l'histoire serait la discipline qui nous permet de comprendre l'objet du passé en le remettant dans le temps pour parvenir à une compréhension du présent. Cite Gadamer. Gadamer considère la conscience historique comme le fait d'avoir conscience de notre appartenance à l'histoire. Ceci implique d'avoir une conscience de notre appartenance au passé et de ses effets sur le présent. Il apparaît par la prise de conscience de faire partie de l'histoire qu'on serait capable de développer une conscience historique nous permettant de mieux comprendre notre présent. Enfin, devenir et imaginer de nouveaux avenirs serait indissociable d'une prise de conscience historique. À cet égard, en citant cette citation de l'historienne Nicole Puiteaux-Guillon, me semble vraiment bien illustrer ses propos. Elle, la conscience historique, est au moins consciente de la présence du passé, de son actualisation possible dans la société présente, mais plus encore, elle articule non seulement passé et présent, mais passé et futur. Être conscient de ce que fut la société, l'homme social,
permettent de juger, de choisir, de donner autant un sens et par là même d'imaginer un avenir. La conscience historique devient ainsi un outil pour interpréter le passé, comprendre le présent et envisager le futur. C'est pour cette raison que cette formation que Nathalie va vous présenter met de l'emphase sur l'apprentissage de la culture et de l'histoire de l'entrepreneuriat au Québec comme condition essentielle à la compréhension du fonctionnement et de l'organisation de l'activité entrepreneuriale dans le contexte québécois. En le faisant, un constat ressort, celui que l'histoire de l'entrepreneuriat au Québec est avant tout une autre de multiples histoires de la rencontre. Ici, je cite des extraits liés à l'histoire économique du Québec et de Montréal depuis sa fondation, juste pour vous donner un petit aperçu très bref de quand je parle de l'histoire de l'entrepreneuriat au Québec comme une histoire de rencontres multiples. Montréal est une ville d'affaires depuis sa fondation. À la suite de la découverte de Jacques Cartier, les explorateurs français entreprirent de commercer avec les Amérindiens. De plus, les pêcheurs français et anglais, habituellement présents au large des Terre-Neuve, firent de même. Ils dirigent leur activité vers les côtes de la Nouvelle-Écosse et celles du golfe de Saint-Laurent. Par la suite, lorsque les guerres entre l'Angleterre et l'Espagne provoquèrent le déclin des pêcheries espagnoles, un nouveau marché de la morue séchée s'ouvrait aux Français. Les contacts avec les Amérindiens se multiplièrent. Comme on ne pouvait pas faire sécher la morue sur terre, les contacts s'intensifient. À partir de 1580, les Européens s'intéressent davantage au commerce de la fourrure de castor. Les meilleures fourrures étaient celles des animaux piégés en hiver. La forte demande des peaux de castor profita également aux Amérindiens. Tadoussac devient le premier lieu de traite. Après la conquête, sous l'impulsion des marchands britanniques, la traite de fourrure connaît une meilleure organisation et s'achemine vers la formation d'un monopole. La création, en 1782, de la Compagnie du Nord-Ouest fait de Montréal la capitale de la traite de fourrure. Et les années 1791 à 1821 marquent l'apogée de cette activité. Au début du 19e siècle, la ville de Montréal est en ébullition sur le plan économique. La ville, prenant de l'expansion, la démolition des fortifications débute en 1804 pour enlever la séparation entre les centres de la ville et les faubourgs avoisinants. La population reste majoritairement francophone jusqu'au milieu des années 1830. À partir de ce moment et jusqu'en 1865, la population grandit d'un apport constant de migrants, principalement écossais, irlandais, anglais et américains. Voilà. Merci beaucoup, ma petite histoire.